Nous allons à Thiès pour vous faire découvrir la base école de Thiès. Berceau de l'aviation militaire sénégalaise, la BET est appelée à garantir la maîtrise du ciel national. Unique en son genre, en Afrique de l'Ouest, l'école forme les futurs cadres de l'armée de l'air, des pilotes, des ingénieurs et techniciens de maintenance. Entre disciplines militaires, perfectionnement technique et avancées technologiques, cet établissement joue un rôle clé dans le renforcement des capacités aériennes du Sénégal. Babanda Gueye et Amadou Kébé nous plongent au cœur de cette institution d'élite. À 70 km à l'est de Dakar, dans la ville de Thiès, se dresse la seule école militaire de l'armée de l'air en Afrique de l'Ouest. Depuis sa création en 1984, la base école de Thiès est le creuset où sont formés les pilotes, ingénieurs et techniciens qui assurent la souveraineté aérienne du Sénégal. À la tête de cette institution prestigieuse, le colonel Ousmane Ngom incarne l'engagement et la vision nécessaires pour préparer les forces aériennes de demain. C'est en fait un challenge continu. Nous, on ne s'arrête jamais. À chaque fois, on a des objectifs, on a des défis à relever. Donc nous, au niveau de l'école, c'est de donner la meilleure formation possible. La preuve, quand vous sortez là comme civil, vous êtes diplômé de l'école, vous pouvez voler sur n'importe quel avion. Idem dans la même mesure aussi, si vous êtes breveté de l'école, en tant que militaire, vous pouvez évoluer dans toutes les unités opérationnelles. La formation dispensée à la base école de Thiès est le fruit d'une exigence constante. Durant 2 années intensives, les élèves sont immergés dans un programme qui allie théorie pointue et pratique rigoureuse. L'objectif, former des professionnels capables de répondre aux défis modernes de l'aéronautique. Juste après avoir eu la licence à l'université Cheikh Anta Diop Dakar, donc j'ai intégré l'école de l'armée de l'air en passant par l'ENAMA où j'ai fait 2 ans de formation. Donc je suis sorti là-bas en 2021. À l'issue, je suis venu à l'école de l'armée de l'air où je suis en train de faire une formation de pilotage. Donc actuellement, je suis dans ma dernière phase qui est le BS Transport. À l'extérieur des salles de classe, les apprenants sont constamment mis à l'épreuve. Chaque vol est un test grandeur nature. Donc les 2 autres sont de petites remarques, mais celle-ci c'est une grande remarque, il faut faire attention. Nous avons approche ILS, tout ça. Mais il y a même avion yu maga magi, même type d'approche nous la utiliser si vous voulez atterrir tout ça. Ce type d'aéronef là qui est derrière moi, c'est un DA42 de dernière génération quoi. Les élèves pilotes s'entraînent également dans une salle de simulation. Dans cet espace figurent les mêmes fonctionnalités que dans un appareil volant. Au sein de cette école, la formation ne concerne pas uniquement le pilotage. Les ingénieurs et techniciens aéronautiques jouent un rôle clé dans la fiabilité des appareils. La base dispose d'un hangar incluant tous les outils permettant aux élèves de se familiariser avec différents appareils et de perfectionner leurs compétences techniques. Donc ici, on fait l'approche par les compétences. Donc ce n'est pas seulement de la théorie, mais théorie et ensuite pratique. Parce que ce qu'on cherche ici, c'est de donner des produits compétents. Donc on ne va pas seulement se baser sur la partie théorique, de résoudre des opérations, tout ça, mais sur le savoir-faire. Donc en même temps aussi le savoir-être. Donc c'est ça qui permettront aux apprenants d'être opérationnels et de faire un travail extraordinaire après leur formation. Dans un domaine longtemps réservé aux hommes, Aminata Barrow s'est imposée comme une pionnière. Première femme officier de l'armée de l'air sénégalaise, elle incarne le changement et l'ouverture vers une armée plus inclusive. Au niveau de l'armée quand même, c'est très facile
pour les femmes de s'intégrer parce que l'armée est bien hiérarchisée. Donc on est plus focalisé sur les grades. Ce qui est très important dans ce domaine, c'est plutôt le leadership. Donc il faut savoir diriger une équipe. Donc que ça soit un homme ou une femme, si vous n'arrivez pas à bien encadrer vos éléments, les traiter de la même façon, aussi être un leader, maîtriser son métier surtout. Donc si on a ces préalables, je pense que il n'y a aucun obstacle pour les femmes à faire ce métier. Aujourd'hui, Capitaine Barrault est la directrice du Centre de recherche et de technologie de l'École de l'armée de l'air. À son actif, plusieurs projets innovants, dont la conception de drones, un tournant stratégique pour l'armée sénégalaise. Donc actuellement, on a ciblé des drones de reconnaissance et de surveillance. On va juste monter une caméra à la fin qui va permettre de prendre des images et de surveiller. Nous sommes assez avancés sur le plan structural. On fait des études de dimensionnement de structure, de propulsion et aussi de système. Et par rapport à cela, on a arrêté un modèle qu'on a eu à concevoir, à dessiner. Et après, on est actuellement en phase de construction. Il y a certaines pièces qu'on fabrique par moulage. La plupart, ce sont de très grandes pièces. Et d'autres pièces qu'on fabrique par impression 3D. C'est un drone, pas de personnes transportées. Mais à l'intérieur, on met des batteries, des moteurs, des équipements. On peut fixer des caméras et autres. La maintenance des aéronefs est aussi une priorité. Les techniciens, formés avec soin, veillent à ce que chaque appareil soit opérationnel et conforme aux normes les plus strictes. Par exemple, ici, ils sont en train de changer un moteur. Ils avaient changé un moteur et ils sont là sur la phase de finalisation. Les risques qu'on peut avoir, si les maintenances ne sont pas bien faites, c'est des risques de panne et d'accident aussi. Donc, tu peux faire une maintenance préventive et au sortir de cette maintenance préventive, avoir une panne. Alors que l'avion n'avait pas de panne au départ, parce que ces opérations n'ont pas été faites correctement. Tu peux aussi avoir des risques d'accident ou bien de pièces qui peuvent céder en vol parce que le serrage n'a pas été fait correctement. Donc tout ça, ça peut arriver. Donc, les pilotes aussi, ils sont mis en situation pendant la formation. Par exemple, en cas de panne moteur, ils simulent une panne moteur et on leur dit d'atterrir. Sans moteur, ils peuvent rapidement atterrir pour éviter des accidents graves. Avec 600 personnes sur la base et une flotte de 27 aéronefs en activité, la sécurité est une priorité absolue. L'unité des sapeurs-pompiers est constamment entraînée pour répondre à toutes les situations d'urgence, garantissant ainsi la protection des hommes et des équipements. Il peut y avoir des départs de feu à tout moment. Au roulage jusqu'au décollage, on surveille la piste avec nos engins. On est en écoute fréquence en permanence avec la tour de contrôle et les pilotes. Donc tout ce qui se passe par la communication à travers le pilote et la tour de contrôle, nous-mêmes pompiers, on a des VSF, des radios sol qui nous permettent de suivre le trafic en permanence. Donc ce qui nous permet d'anticiper au cas où il y a un problème ou bien un pilote qui signale de détresse ou bien quelque chose qui ne va pas, on suit le trafic directement. La quête d'excellence de la base école de Thiès a été récemment couronnée par l'obtention de la certification en tant qu'organisme de formation aéronautique. Cette reconnaissance atteste de la qualité des programmes de formation dispensés et de l'engagement de l'école à maintenir des standards élevés. L'école a depuis quelques années la formation du personnel civil et comme tel, nous devions d'être à jour par rapport à la réglementation civile, de subir des audits et de disposer d'un agrément qui nous permette de former en toute transparence. Donc c'est quelque chose qui est important, qui nous permettent quand même de contribuer à la formation des Sénégalais, d'où qu'ils puissent venir, du civil comme du militaire. La base école de Thiès, bien plus qu'une institution, est aujourd'hui un symbole de l'excellence et de la persévérance. Grâce à sa capacité d'innovation et ses partenariats stratégiques, elle continue de former des générations de professionnels prêts à relever les défis de l'aviation moderne, incarnant l'avenir de l'aéronautique militaire sénégalaise et africaine.
Nous passons tout de suite au décryptage présenté par Pape Martar Selane. Bonsoir et bienvenue à ce décryptage dans Grand Angle. Industriel et technologique des forces armées. C'est le thème de ce décryptage où nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau le colonel à la retraite Antoine Wardini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien commandant de la zone militaire numéro 1 et bienvenue à ce plateau de décryptage. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nous recevons également sur ce plateau Pape Bandagaye qui a réalisé ce reportage que nous venons de suivre sur la base école de Thiès. Oui. Vous étiez à Thiès au niveau de cette école. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce qui vous a marqué après avoir franchi le seuil de la base école de Thiès? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord la discipline qui règne dans cette école militaire en réalité. On sent que chaque geste, chaque déplacement est déjà prévu et suit une logique bien précise. C'est donc la rigueur militaire qui s'impose. Au-delà de cet aspect militaire, c'est surtout l'humanité qui m'a le plus marqué dans cette école. On sent que ce sont des générations, en tout cas, des anciens qui, en tout cas, exactement, et transmettent leur savoir, des instructeurs qui sont, en tout cas, d'une générosité immense et font des efforts. On sent que c'est une passion en réalité qui est là et on sent que, voilà, qu'en réalité, et ça force le respect en réalité dans cette école militaire. Exactement. En fait, vous étiez dans la salle de simulation. Est-ce que dans la salle de simulation, les conditions étaient similaires quand il s'agit de situations réelles? Très franchement, j'ai été impressionné. J'ai eu l'impression d'être dans un cockpit d'un vrai avion en réalité. C'était en tout cas très immersif, qu'on en oublie même qu'on est dans une salle fermée en réalité. On ressent les vibrations, on entend les consignes radio et c'était vraiment bluffant. Voilà, c'était une chose que je n'avais jamais vécue avant. Et donc voilà, c'était une situation impressionnante et on a voulu impressionnant et on était à Thiès, on a pu aller à l'aéroport international de Thiès, oui, et revenir en l'espace de quelques minutes et c'était une chose impressionnante que j'ai vécue ce jour-là, oui. En fait, vous l'avez évoqué dans le reportage, oui. La base école dispose d'un centre de recherche et de technologie dirigé par le capitaine Aminata Barrow. Effectivement. Où elle a expliqué qu'en fait, elles sont en train de concevoir des drones de surveillance et de reconnaissance. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une contribution importante vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées? Oui, c'est un vrai pas vers l'indépendance en tout cas des forces armées en termes de technologie. Parce qu'on parle ici de solutions locales qui sont pensées ici, conçus ici, qui sont matérialisés par des spécialistes qui ont été formés au Sénégal. Et donc, je pense que c'est une avancée majeure. C'est un laboratoire d'idées composé de jeunes militaires, dirigés, comme vous le dites, par une femme. Et je pense que c'est une avancée majeure. Et ça prouve que l'armée sénégalaise n'est pas une armée figée. Elle s'adapte aux réalités du monde, aux réalités de demain. Exactement. Pabanda, vous restez avec nous. Moi, colonel Antoine Wardini. Nous avons suivi le reportage à la base école de Thiès, qui a été créée depuis 1984. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait cette base illustre parfaitement l'évolution ou bien les pas vers la souveraineté technologique franchie par l'armée sénégalaise? Je préfère les pas. Les pas, c'est un premier pas qui tend vers la souveraineté industrielle et technologique des armées. Et je suis heureux d'entendre votre collègue son argumentaire tout à l'heure et de voir la vidéo qui a été faite à la base de Thiès. Je suis très content parce que nous, les anciens de notre temps, il n'y avait pas cette technologie industrielle dans les armées. Avant, c'était l'armée opérationnelle, on achetait du matériel de l'extérieur, on formait nos gens, on utilisait le matériel, c'est tout. Mais depuis quelque temps, et c'est l'ère de la modernité actuellement, depuis quelque temps, on parle d'équipements intelligents, de drones. On voit l'armée de l'air qui acquiert d'autres équipements, l'armée de terre, l'armée de mer. Et je vois qu'avec les nouvelles autorités étatiques du Sénégal, une réelle volonté de moderniser nos forces de défense et de sécurité. Les moderniser, les amener à un niveau où on peut être un peu autonome, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement également à dépendre de l'extérieur. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Il y a des risques.
Donc je suis très content de voir ce mouvement-là maintenant vers la technologie. Les jeunes sont en train de développer des choses au niveau de la base de Thiès, comme vous avez dit tout à l'heure, le capitaine est en train de développer des drones. Moi, quand j'ai quitté l'armée, quand j'ai quitté mes activités dans l'armée, les drones arrivaient à peine, mais on les achetait de l'extérieur. Mais maintenant, si j'entends que on est en train de concevoir, et j'ai vu d'autres Sénégalais de l'EPT concevoir des drones agriculture, des drones ici, ça montre que ça bouge. Et je ne peux que féliciter en tout cas nos autorités qui ont eu cette volonté, qui ont opté pour qu'on aille vers cette modernité. Ouais, mais l'option technologique industrielle, l'indépendance de l'armée, en fait, c'est un thème qui est venu à son heure, ou bien l'armée sénégalaise a pris un peu de retard par rapport à ça? Non, je ne dirais pas qu'on a pris un peu de retard. Si vous voyez tous les pays africains pratiquement, on est tous au même niveau. Parce que la technologie, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir d'un coup. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter maintenant. Parce que même les gens qui détiennent la technologie, les occidentaux, ils sont jaloux de la technologie. Ils préfèrent garder cette technologie et nous vendre les produits. Mais nous, on essaye, parce qu'on a été dans des écoles, on a été à l'extérieur, on a été dans des missions onusiennes, on a vu nos collègues, on a eu du matériel, et on est un peu inquiet. On s'est inquiété, on a demandé, on a voulu savoir, et on apprend, et on veut développer notre pays, et on est capable de le faire. C'est pas compliqué, mais il faut savoir seulement commencer. Et on n'avait jamais commencé. On était toujours à l'ère traditionnelle où on achetait des équipements, on ne faisait que de l'opérationnel. Mais maintenant, on ne peut pas continuer à faire que de l'opérationnel. Si vous voyez ce qui se passe à Gaza, si vous voyez ce qui se passe en Ukraine, si vous voyez ce qui se passe un peu dans le monde, on ne peut pas continuer à rester là. On est obligé d'avancer avec le développement au niveau mondial. Oui, il y a un pas qui a été franchi le 7 novembre 2024 avec l'accord qui a été signé entre l'État du Sénégal et Industrie Sénégal de véhicules militaires pour l'unité d'assemblage de véhicules militaires au niveau de Mbacké. Et ça, on peut considérer que c'est un pas important. Ça, c'est un vrai pas, c'est un jalon important vers l'industrialisation et vers la technologie également des forces armées. Ça, vraiment, je suis content. Je sais que ça a été signé depuis octobre, je crois, en 2024. Et ça doit être installé, je crois, dans la région de Touba, Mbacké, etc. Ça, je suis vraiment heureux de le savoir parce que si on arrive déjà à monter avec le partenaire coréen, si on commence à monter nos équipements, qu'on utilise nous-mêmes, c'est sûr et certain qu'on montrera on fera quelque chose de bien, de durable pour nous. Et une fois qu'on commence à le faire, ça va entraîner également l'industrie civile même, sénégalaise, à venir s'approprier cette technologie. Parce que dans beaucoup de pays, si vous voyez, l'industrialisation, la technologie de pointe, c'est toujours les armées qui commencent et qui amènent les autres. Et je suis sûr et certain qu'avec cette base, ou bien avec cette usine d'assemblage à Touba, à Mbacké, on verra vraiment beaucoup d'autres perspectives. Je suis sûr et certain que l'industrie locale sénégalaise va s'en inspirer également pour développer beaucoup plus de moyens locaux. On va consommer localement, ça va nous rapporter un peu d'argent, on va former nos gens. Je crois que c'est très très important. C'est un vrai pas vers l'autonomisation et la technologie. Exactement. Vous l'avez évoqué tantôt concernant les risques de la dépendance extérieure pour l'équiper les militaires. Ouais. En fait, quels sont les risques en fait réels qui existent quand il s'agit quand on sait que le Sénégal, par exemple, dépend de l'extérieur pour habiller ses militaires? Je ne vais pas divulguer, par exemple, des secrets militaires, des secrets de défense, mais je vais vous en parler un peu. J'étais quand même chef de cabinet du chef d'état-major général des armées. Quand on a été à Gabou, on a voulu... En Guinée-Bissau. On avait exprimé des besoins en équipe parce que jusqu'à ce moment-là, c'est la France, on appelle la France pour acheter du matériel, pour acquérir certains matériels, etc. Quand on a été à Gabou pour notre défense nationale, pour notre objectif, ces partenaires français ne nous ont pas donné ce qu'on demandait, ils ont refusé carrément. Et le chef d'état-major général des armées, le général Seck, en ce temps, était très 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 frustré de cette affaire-là. Plus récemment, on a vu la Covid passer. Quand la Covid était là, même pour avoir des masques, pour nous protéger, les gens qui vendaient même ont tout gardé chez eux parce qu'ils voulaient se protéger d'abord. Donc, même les vaccins, on a été l'un des derniers continents à recevoir des vaccins. Donc, ça, c'est des risques. C'est des risques stratégiques. Il faut qu'on essaie de pallier à ça. Il n'y a pas seulement que ces risques-là, il y a même des risques économiques également. Parce que si on continue à acheter avec l'extérieur, on va acheter le produit à leur prix. Ça va nous coûter très cher. Et nous, on n'y gagnera rien parce qu'on ne vendra rien, on ne fera qu'acheter. Ça, c'est pas bon. Et technologiquement parlant également, si on continue à acheter le matériel de l'extérieur également, qu'est-ce qu'on y gagne? On achète les technologies, on utilise. Mais on ne saura jamais faire, monter, concevoir, on ne saura jamais le faire, on ne se développera jamais. J'ai été au Brésil
Et dans tous mes plateaux, si vous entendez, je parle toujours du Brésil. En tant qu'attaché de défense? Attaché de défense. J'étais au Brésil quand j'étais là-bas, j'ai vu ce pays-là que je croyais un pays sous-développé comme nous, mais ce pays-là était extrêmement développé technologiquement et tout. Et je leur ai demandé, mais comment vous avez fait? Parce que je sais qu'en général, les pays sous-développés, quand ils veulent se développer, les puissances là, les blocs, continuent à les bloquer pour les maintenir comme marché. Mais j'ai demandé, comment vous avez fait? Ils m'ont dit, mais notre pays nous a envoyé apprendre. Quand on est revenu, le pays nous a donné l'argent, les moyens pour faire sur place. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Maintenant, le Brésil, tout ce qu'ils achètent, même actuellement, même s'ils achètent des avions de dernière génération construits par Américains ou Français, ils leur demanderont toujours le montage, le transfert de technologie. Et ça, c'est important. Si on ne le fait pas, ça n'irait pas pour nous. Oui, exactement. C'est qu'en fait, l'armée aussi tend vers la création d'un nouveau corps avec les officiers sous contrat et spécialistes. Est-ce qu'on peut considérer en fait, quel est l'impact que pourrait avoir, par exemple, cette innovation dans l'option de souveraineté technologique et industrielle? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans un monde qui évolue actuellement. Les choses évoluent. On ne peut pas rester là où on était il y a 60 ans. La technologie avance. Et la technologie, c'est dans les universités, c'est dans les instituts, etc. On a besoin de ces gens-là. C'est vrai que nous, on envoie toujours apprendre, mais on a toujours besoin également de cette complémentarité des citoyens sénégalais qui seraient intégrés dans nos forces armées comme des personnes civiles ou en personnes mais c'est des spécialistes. On ne prendra pas n'importe quel civil. On a besoin de spécialistes qui vont nous aider et qui vont nous accompagner dans le montage de notre industrie de défense. C'est ça dont on a besoin. On va cibler. Là, on a besoin de techniciens, d'ingénieurs pour la construction de véhicules, conception, des drones, etc., de matériel lourd. Si on a des gens qui ont cette technologie, qui ont été formés certainement à l'étranger, on peut toujours les appeler, c'est les Sénégalais, ils vont répondre à l'appel, on va les utiliser pour nous accompagner le développement de l'industrie sénégalaise. Mon colonel, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes ancien commandant de la zone militaire numéro 1. Merci. Pape Badagay, merci. Merci à vous. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Pape Marthe Arcelane, merci. Elle est une représentation féminine de la culture et de la tradition. Elle se nomme Adja Fallou. Elle a marqué son empreinte dans la culture lébou. Malgré son jeune âge, Adja Fallou est aujourd'hui la figure de proue de la thérapie traditionnelle lébou, communément appelée Ndep, une cérémonie d'exorcisme chez les lébous. Cette ancienne coiffeuse est reconnue comme l'une des héritières du génie protecteur de Dakar, le Gdaour. La saltigué lébou est sollicitée dans presque toutes les séances de Ndep organisées dans les grandes villes lébou, Médina, Ngor, Ouakam et Yoff. Defatou Wade et Isha Pouy repartagent. Dans cette maison familiale située à la Gueule Tapée, un quartier traditionnel lébou, cette chambre bien isolée attire notre attention. C'est ici que nous accueille Adja Fallou. Au premier regard, c'est un visage frappant, aux jolis traits, une beauté africaine relevée par sa noirceur qui nous accueille avec un sourire. Mais les attributs mystiques qui font le décor de cette chambre ne peuvent nous laisser indifférents. Mais derrière ce visage angélique se cache une autre personnalité dont les secrets de sa transformation mystique ne nous sont pas révélés devant la caméra. Elle, c'est Adja Fallou, une guérisseuse traditionnelle lébou. On la surnomme la saltigué du Cap-Vert. Assistée par sa fille dans sa préparation mystique, la saltigué Adja Fallou ne néglige rien dans son arsenal mystique. Je comprends. Adja Fallou est considérée comme une missionnaire dans sa communauté, une mission qu'elle a héritée surtout de sa grand-mère, la défunte saltigué Yaye Penda Diène. Sur cette photo, Adja Fallou reçoit la bénédiction de cette dernière qui l'a guérie quand elle était possédée par les génies.
Couverte de tous ces artifices de saltigué, Adja Fallou pèse lourd, mystiquement. man mii su ma taxawoon na moom du ma xàmmee du xam ne man léewoo la taxawal nii. déedéet. lan lay gis ci kanam. li muy gis mooy ki ma àndal lay gis. bu xasee ba solo kon entre rab ak rab ñooy communiquer. parce que moom nekkatul moom nit mais moom mu gis yeneen dimension. La saltigué Adja Fallou s'était tracé un destin de coiffeuse, mais par la force des génies lébou qui l'ont choisi comme missionnaire, elle finit par céder. mu ngi woon si yeneen activité coiffeuse la woon macha allah nekk tamit yàgg na yàggul parce que rab moom mooy choisir rab yow doo ko choisir mais moom moo lay choisir ne la li ngay liggéey nii kat doo si liggéey si lii ngay ñëw liggéey si. est-ce que au début nangu woon na ko. non pour dire vrai mosu ko nangu bañ naa bañ ba sonn bañ naa bañ ba dee waaye nag ku sañta bañ sañta nangu. En attendant qu'Adja Fallou franchisse la porte de cette chambre de préparation mystique, dehors, les tam-tams battent aux sonorités lébou. C'est une cérémonie d'exorcisme, un rituel thérapeutique appelé Ndep en Wolof. Des danses traditionnelles en symbiose qui accompagnent le rythme des tam-tams qui s'accélère par moments. Arrive enfin le moment pour la saltigué Adja Fallou de retrouver le public. Elle reçoit la bénédiction de ses parents avant d'entrer en scène. Annoncée par sa griotte, la saltigué Adja Fallou peut rejoindre la scène avec des pas bien marqués. Les batteurs de tam-tam plongent d'abord la guérisseuse Adja Fallou dans l'ambiance de cette cérémonie d'exorcisme appelée Ndep, avec un rythme bien particulier. Elle a décrypté le message occulte. La saltigué Adja Fallou bénit à son tour la scène et le public venu assister à cette cérémonie d'exorcisme. Son contact avec ses génies scellés, la saltigué Adja Fallou laisse apparaître sa joie qu'elle manifeste par la danse au pas d'une grande royale. La prestation de Adja Fallou est très attendue pour marquer l'ambiance du Ndep. Comme un lutteur avant son combat, la saltigué Adja Fallou marque son territoire. Le rythme endiablé des battements de tam-tam qui animent cette cérémonie d'exorcisme augmente et semble libérer les esprits. Elle tombe en transe. Tout se passe sous le regard bienveillant de la guérisseuse Adja Fallou, une séance d'exorcisme où elle ne peut s'empêcher de communiquer avec ces femmes en transe. Dans ce rituel thérapeutique appelé Ndep, pour libérer ceux et celles qui sont possédés par les esprits, les larmes
coule aussi. Même la guérisseuse Adja Fallou n'y échappe pas. Sa communion mystique avec ses génies protecteurs semble atteindre son plus haut niveau au rythme des chants et battements de tam-tam. Elle ne peut retenir ses larmes. Difficile de la consoler. La saltigué Adja Fallou retrouve enfin ses esprits avec ses chants qui renvoient à l'héritage que lui a légué sa grand-mère. Un héritage dont elle se glorifie en toutes circonstances. C'est tout pour ce numéro de votre mag Grand Angle. Merci de l'avoir suivi. Place maintenant au cadrage, à la carte postale et au sommaire du prochain numéro. Il est évident que le journaliste, comme j'ai l'habitude de le dire aussi, est quelqu'un de très libre, qui a envie de plus de liberté. Mais malheureusement, dans un État organisé, la liberté ne peut pas avoir un caractère absolu. Il n'y a absolument rien qui puisse être considéré comme absolu dès l'instant qu'on parle d'un État de droit. Quand vous êtes libre, c'est justement parce que vous avez respecté ce que le droit a autorisé. Et tout ce que le droit n'autorise pas maintenant vous est défendu. C'est la raison pour laquelle, dans le traitement de l'information, il faut tout. Je dis souvent qu'il y a un premier niveau qui est comparable à un immeuble. Vous avez un immeuble de 2 étages. Au rez-de-chaussée, on vous dit que c'est confidentiel. Alors ce sont les gens qui sont invités qui entrent, ceux qui ne sont pas invités n'entrent pas. Quand vous êtes au rez-de-chaussée, vous avez les escaliers. On choisit certains d'entre vous et on leur demande de monter au premier. Il y en a qui restent. Ça veut dire qu'on est à un deuxième niveau. Et à partir du premier, on dit qu'un groupe restreint parmi vous, maintenant, va monter au deuxième. C'est aussi simple que cela, la classification. Au niveau du rez-de-chaussée, c'est la confidentialité. On restreint le nombre de personnes qui doivent avoir accès à l'information. Vous allez au premier, on dit que le classement devient secret. On restreint encore le nombre de personnes qui doivent avoir accès à cette information-là. Vous allez au deuxième, on restreint encore. Ça veut dire qu'ici, il s'agit d'un principe exclusif qui dit que cette information est bien réelle, mais ne doit pas être portée à la connaissance du grand public. Si vous, maintenant, au mépris de tout ce qui est dit dans le droit, vous le faites, vous ne pouvez pas justifier cela par un prétendu, je ne sais pas, intérêt ou bien droit à l'information pour le public, parce que l'intérêt général est au-dessus de cela. Le fait d'avoir le diplôme ne signifie pas, en réalité donc, un achèvement. Tous les jours, vous devez apprendre. Tous les jours, vous devez apprendre. Rapprochez-vous de la rédaction. Évitez d'écrire et de publier sans que quelqu'un d'autre ne corrige. Ne faites jamais confiance à votre première lecture. Allez poser des questions aux profs de droit. Posez des questions à l'armée même. L'armée n'est pas fermée. Mais il y a une porte par laquelle on passe. On ne peut pas avoir envie de l'armée à midi et se lever à midi moins 10
pour avoir tout ce que l'on veut. Prenez le temps de planifier votre travail. Si vous avez un travail à faire, mais mettez ça dans le compte aussi de l'intérêt général. Il ne faut pas utiliser votre plume comme une arme. Il ne faut pas utiliser aussi votre personne comme un soldat qui est au service de quelqu'un ou bien au service donc d'une cause qui n'est pas en réalité l'intérêt général. Vous êtes des journalistes, c'est vous en réalité donc qui nous servez d'intermédiaire en tant que gouvernés. Moi je fais partie des gouvernés, d'intermédiaire avec ceux qui nous gouvernent. Tout ce qui se fait en haut, moi je ne peux pas le savoir. Tant que vous n'êtes pas parti cueillir cette information-là et la diffuser. Mais quand vous cueillez cette information, il faut que ça soit juste et vrai. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli Mustafa ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli Rasulullah ala Muhammadin sayyidul arabi. Allahumma salli Rasulullah ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli Mustafa ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli Mustafa ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Fasallu ala khairil anami Muhammadin litahzaw bighufranin bifadli Muhammad. وتعطون جنة بجاه محمد على محمد قفوا تخولين واسمعوا نطقي بمدح محمد. Kokoy muy Muhammadu ya Rasulullah Mustafa ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Sayyiduna Muhammad Muhammadin sayyidul arabi fala tiba illa wa huwa tibu Muhammadin wajah Muhammadin ya Nabi wala yitra illa wa huwa itru Muhammadin wajah. Allahumma salli tatayyabatil wara sayyidul arabi bi Muhammadin wajah. Qura Taibah
طيبة طابت بطيب محمد كوكو محمد سيدنا يا رسول الله مصطفى على محمد سيد الأنبياء اللهم صل على محمد ñaata lañu jéggal ngir Rasulullah wax ma ñaata ya Rasulullah wa kam min zunubin bimtidaahi تغفر bëgg naa la man sopp naa la gaa yi naw naa yaa Rasulullah Mustafa ala Muhammadin sayyidul yàlla tawal dina julli sunu soppi bi gëm sunu ndawle ya Rasulallah ay yàlla lu toll ni sa xam-xam ay yàlla lu toll ni sa man-man julli ci mbindeef mi la gën a xam ya Rasulallah Sayyiduna Muhammad sayyidul kawnayni wa saqalayni al-wariqayni min qurbin wa min najamin Au Sénégal, un peu plus de 2 millions de personnes vivent avec un handicap et beaucoup d'endroits ne sont pas du tout adaptés à leur situation. Ces personnes doivent en plus faire face à des problèmes de perception par les autres, mais aussi d'accès à l'emploi ou encore aux services sociaux. Dans de nombreux endroits, l'accès aux bâtiments, aux transports et aux services publics reste limité. Les infrastructures inadaptées rendent leur quotidien très difficile. L'accès à une éducation de qualité est souvent compromise par le manque de ressources, de matériel pédagogique adapté et de personnel formé pour soutenir les élèves handicapés. Le taux de chômage reste élevé parmi les personnes handicapées, souvent en raison de la discrimination, d'un manque d'adaptation sur le lieu de travail et de préjugés. Le monde militaire n'est pas qu'armement, tactique de guerre et stratégie de défense. C'est aussi un monde de culture musicale, où la mélodie, à la fois classique et folklorique, trouve une base harmonieuse dans les orchestres d'équipe.